Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal et merci pour votre fidélité à la FM Télévision. L'audience foraine de la rentrée judiciaire au Conseil d'État n'a pas dérogé à la règle ce mardi 5 novembre en présence du président de la République. Le bâtonnier national Michel Chebele a fait un plaidoyer sur le rôle de la médiation et de la conciliation de l'exécution des arrêts du Conseil d'État. Et à son tour, la première présidente du Conseil d'État, Marthe Audio, a évoqué les mécanismes de contrôle des actes des autorités administratives centrales par le Conseil d'État. La République démocratique du Congo poursuit ses plaidoyers sur la demande des sanctions contre les Rwandais. La chef de la diplomatie congolaise l'a fait savoir devant les ambassadeurs des pays membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'Union européenne. Les détails dans cet élément de votre rédaction. Lors d'une réunion stratégique à Kinshasa, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a appelé la communauté internationale à reconnaître publiquement la responsabilité du Rwanda dans l'exportation des minerais provenant de la zone de conflit et dans l'entretien de tensions persistantes à l'est de la RDC. Lundi 4 novembre, elle a réuni les ambassadeurs de membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, du Conseil de sécurité des Nations unies, de l'Union africaine et de l'Union européenne, ainsi que le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies. Madame Kaikwamba a souligné que, malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis le 4 août, des contradictions flagrantes subsistent entre les déclarations officielles de Kigali et ses actions sur terrain. Elle a relevé que, même si le cessez-le-feu était largement suivi, une certaine contradiction est perceptible entre le discours public du Rwanda et les actions sur terrain, à savoir la prise de certaines localités et la supervision de cette prise avec les zones minières. La chef de la diplomatie congolaise a donc interpellé une fois de plus la communauté internationale sur le fait que le Rwanda ne soit pas toujours indexé publiquement pour l'exportation des minéraux provenant des zones de conflit. Dans le même contexte, dans le cadre du processus de paix de Luanda, le lancement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé a eu lieu ce mardi à Goma. Ce dispositif dirigé par l'Angola et intégrant des officiers de liaison congolais et rwandais vise à renforcer la surveillance des accusations d'agression et de consolider la coopération régionale pour la sécurité. Pendant ce temps, la situation reste tendue dans la province du Nord Kivu. Depuis la matinée de ce lundi, des combats violents opposent le rebelle du M23 aux combattants Wazalendo autour de l'agglomération de Kaïra dans le territoire de Massissi. Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont lancé des attaques coordonnées depuis les axes de Kassopo, Boutale et Kirumbu, selon des sources locales. Par ailleurs, la localité de Kamandi-Guité, située sur les rives du lac Édouard à 10 km de Kanabayonga, est sous le contrôle de rebelles depuis le 3 novembre. Cette zone est d'une importance stratégique et économique, exacerbant des inquiétudes quant à l'expansion de la sécurité. Dans un autre registre, sachez que la France recommande à la République démocratique du Congo de rétablir le moratoire sur la peine de mort et de la lutte contre les arrestations arbitraires. Le vœu a été émis lors de la 47e session de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Les détails dans ce reportage. Lors de la 47e session de l'examen périodique universel EPI du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, la France a formulé plusieurs recommandations à l'adresse de la République démocratique du Congo après la présentation du rapport national soumis par le gouvernement congolais. La France a appelé la RDC à revenir sur sa décision de lever le moratoire sur l'exécution de la peine de mort, soulignant l'importance de l'abolition de cette pratique. Elle a également insisté sur la nécessité de mettre en œuvre de mesures efficaces pour lutter contre les détentions arbitraires et garantir le respect du droit à un procès équitable. Parmi ces autres recommandations,
La France a exhorté la RDC à ratifier la Convention internationale contre la torture ainsi que la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. En outre, la France a encouragé la poursuite et l'accélération de la mise en place de bureaux de décentralisation du Fonds national de réparation des victimes, FONAREV, et a insisté sur la nécessité de lutter contre les violences faites aux femmes et celles basées sur le genre, ainsi que contre l'impunité. La France a également plaidé pour la promotion de l'accès à la justice pour les personnes de LGBT+. Enfin, la France a exhorté la RDC à mettre fin au recrutement et à l'utilisation d'enfants dans des groupes armés, un problème persistant dans la région. Ces recommandations s'inscrivent dans le cadre du 4e cycle de l'EPI qui évalue l'engagement des États membres des Nations Unies envers la promotion et la protection des droits de l'homme. Toujours au chapitre de droits de l'homme, sachez que le porte-parole du gouvernement congolais a démontré lors de ces forums l'implication du Rwanda dans la violation flagrante des droits de l'homme dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette intervention du ministre Patrick Mouyaya a suscité immédiatement la réaction du délégué rwandais qui a rejeté en bloc toutes les accusations faites par la République démocratique du Congo. Une altercation verbale calmée par le président de la séance. Suivez. Ici, évidemment, nous sommes dans un exercice où nous parlons de la promotion et de la protection des droits de l'homme et nous ne saurons pas, au vu de toutes les déclarations qui ont été dites ici, présenter les faits sans en déterminer les causes et les origines, parce qu'ici, nous voulons nous assurer que la République démocratique du Congo continue sa marche vers la protection et la promotion des droits de l'homme. Les faits qui ont été allégués tout à l'heure, évidemment, Monsieur le Président, on ne va pas utiliser ces cadres pour nous enfoncer dans la polémique avec la rhétorique mensongère habituelle. Il est connu mondialement que les respects des droits de l'homme n'est pas toujours la question qui est suivie de près du côté du Rwanda. Mais parce qu'on a évoqué des questions d'une extrême gravité, notamment la question des enfants, le gouvernement américain en septembre 2023 a sanctionné justement le gouvernement rwandais pour l'utilisation et les recrutements des enfants soldats dans le cadre du supplétif de M23 qui aujourd'hui il est établi et le pendant qui opère en République démocratique du Congo. Retour à Kinshasa pour parler du procès relatif à l'affaire détournement des présumés fonds destinés à la matérialisation des projets des lampadaires et fourrages. La Cour des cassations a renvoyé l'affaire au 18 novembre prochain. Je vous propose cet élément de Alain Goma. À peine ouvert, le procès relatif à l'affaire du détournement présumé de fonds destinés à la matérialisation de projets de lampadaires à Kinshasa et de construction des stations de pompage et de traitement d'eau dans les milieux ruraux à travers le pays, ouvert devant la Cour des cassations siégeant en matière répressive, a été renvoyé dans des semaines, soit le lundi 18 novembre 2024. À l'audience de ce lundi 4 novembre 2024, si la défense de l'homme d'affaires Mike Kasenga, patron de Stever Construct, entreprise chargée d'exécuter ces projets, a sollicité les renvois pour s'imprégner davantage de différentes pièces du dossier. La défense de François Roubota, ancien ministre de Développement rural, a soulevé des irrégularités dans la procédure de saisine et la Cour de cassation a répondu favorablement à ces deux requêtes. Ce procès fait suite à des soupçons de surfacturation liés au projet de lampadaires et de forage. Le contrat initial signé entre le gouvernement congolais et le consortium de Vert Construct Cameroun SARL et Sortra Water prévoyait l'installation de 1000 unités de pompage et de traitement d'eau dans 1000 localités pour un montant de près de 400 millions de dollars sur 5 ans. La justice y est impliquée à la suite de la publication d'un rapport conjoint de l'Observatoire des dépenses publiques et de la Ligue congolaise contre la corruption qui ont soulevé des soupçons de surfacturation dans ces marchés publics. Le consortium et personnalités mises en cause ont toujours nié ces accusations, assurant qu'ils respecteraient le terme du contrat. Au mois d'octobre dernier, l'ODEP avait tiré la sonnette d'alarme au sujet de cette affaire.
L'organisation veut voir clair sur l'enquête judiciaire initiée sur les soupçons de malversation financière pesant sur Nicolas Kassadi, ancien ministre des Finances, et François Roubota, ancien ministre du Développement rural. Ce procès intervient alors que la lutte contre la corruption reste une priorité affichée par le gouvernement, mais souvent reléguée au second plan par l'absence de réelles actions judiciaires. Au chapitre de l'éducation, sachez que les enseignants du territoire des Bagata dans la province du Kwilu se sont décidés de lever la grève, mais la présence des miliciens Mobondo ne permet pas aux enseignants de reprendre calmement le chemin de l'école. Je vous propose les détails dans cet élément de Alain Goma. Les enseignants de la zone éducationnelle Kwilu 1 ont repris les cours depuis le lundi dernier après plusieurs mois de grève. Les enseignants qui étaient en colère revendiquaient notamment la majoration de leur salaire à $500 américains. Pendant ces temps, les activités scolaires sont gênées par la présence de miliciens Mobondo au secteur Wamba dans la sous-division de Bagata. Le directeur chef de service national à la Direction nationale de l'orientation scolaire et professionnelle a sensibilisé les organisations syndicales, les gestionnaires des établissements et les enseignants jeudi 31 octobre à Bandundu en indiquant qu'il y a une poche d'insécurité au secteur Wamba qui perturbe la rentrée scolaire dans cette contrée. Les équipes de sensibilisation ont également été déployées à Kwilu dans la province éducationnelle Kwilu 2. Enseignants et autorités scolaires ont décidé de permettre le bon déroulement des activités scolaires. Dans le cadre de leurs revendications, le banc syndical des enseignants a obtenu du gouvernement une paye complémentaire de 100 000 francs, dont seule la compte de 50 000 francs a été payée. Coupure de la route nationale numéro 1 au niveau de la province du Kwango, précisément dans la ville de Kenge. Le président de l'Assemblée provinciale de cette province interpelle le ministre national des ITPR, affaires d'urgence, pour les travaux de réhabilitation de cette route de grande importance dans les trafics routiers dans la province du Kwango. Je vous propose les détails avec Alain Goma. Après le village Kinzwanga, près du pont Kwango, la nationale numéro 1 est devenue menacée d'être coupée, cette fois-ci en pleine ville de Kenge. C'est au quartier Kikwit, à quelques mètres de la statue femme pleureuse, endroit stratégique du chef-lieu du Kwango. À l'endroit à problème, une érosion très profonde s'est créée il y a des années. Des ouvrages ont été érigés pour stopper l'avancement des eaux de pluie. Avec ces pluies abondantes, les véhicules s'y baignent à chaque passage. Les eaux qui débordent et traînent à l'endroit menacent de faire progresser l'érosion vers la chaussée. La circulation est devenue très dangereuse pour des véhicules qui n'ont pas d'alternative. Le président de l'Assemblée provinciale de Kwango, qui s'est rendu sur le lieu vendredi, alerte sur les risques imminents de coupure de cette route de grande importance économique. À l'issue d'une réunion urgente tenue ce vendredi avec le responsable de l'office de route et de l'office de voirie et drainage du Kwango, il a été décidé qu'une équipe devra se rendre à Kinshasa pour un plaidoyer urgent auprès du gouvernement central afin de décanter la situation. Au village Kinzwanga, les travaux de construction de caniveaux d'évacuation d'eau sont en cours. Exécutés par l'OVD, ces travaux tiennent à stopper l'avancement d'une grosse érosion à 2 mètres de la chaussée. Au chapitre de sport, sachez que les Léopards A' de la République démocratique du Congo vont rencontrer les Sao du Tchad le 20 décembre prochain dans le cadre de la 8e édition du CHAN 2024. La rencontre est prévue dans 3 pays africains. Je vous propose les détails avec Delphin Moukeba. En préparation pour la double confrontation contre les Sao du Tchad dans le cadre des éliminatoires du CHAN 2024, la sélection A' de la RDC est déjà rassemblée à Kinshasa pour entamer leur campagne. Les poulains de Twist Ngoma qui manifestent une grande ambition pour cette CHAN. Les retours sur le terrain après un long moment de rassemblement. Les Léopards de la RDC sont réunis en stage bloqué à Kinshasa afin de préparer les éliminatoires de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations prévu au mois de février de l'année prochaine, qui se déroulera en Ouganda, Kenya et Tanzanie. Après plusieurs mois d'inactivité et leur élimination en phase de groupe lors de la dernière édition en Algérie 2023, ces joueurs qui ont joué ensemble il y a un long moment, seront-ils capables de bien se comporter sur le terrain? Les questions se posent. Pour rappel,
Le sélectionneur congolais Otis Ngoma a dans son effectif la liste des 36 joueurs présélectionnés. Sport toujours, le comité de gestion des supporters de l'association sportive Renaissance Nouvelle Version s'est décidé d'accompagner le président sportif Maître Malou Abili Cléophas en soutenant l'équipe à la veille du début de la saison. C'est dans ce cadre que les membres de ce comité s'est rendu au lieu de l'entraînement de cette équipe. Lionel Ngolo et Torres Atibou. Subside soit-il, ça reste un soutien détaillé à l'endroit des Oranges de l'association sportive Renaissance Nouvelle Version et c'est signé le comité de gestion des supporters. Bon, en fait, la commission de gestion des supporters est là pour soutenir le comité en place, pour prêter main forte financièrement, matériellement au comité sportif. Voilà pourquoi nous sommes là, pour les coups de pouce. En l'absence de son président Thierry Chulumbo empêché, le secrétaire général du CGS, ici, rappelle le bienfait de ces gestes. Bientôt là, le début du championnat. Alors, en tant que parents, il faut un petit cadeau aux enfants. Voilà pourquoi on a pensé le lot de virus, pardon, pour les entraînements. En fait, vous savez, en football, il y a toujours un problème d'eau. Donc voilà pourquoi on a pensé juste 15 paquets d'eau pour les encourager. Et en tout cas, on est là pour l'encouragement. On peut les constater des nouvelles varaises d'entraînement. 15 paquets d'eau et autres eaux faits ont été remis aux joueurs. Profitons de cette occasion, Fiston Kassongo, secrétaire général du comité de gestion des supporters, appelle ce dernier au soutien de l'équipe. Tous les supporters de la rénovée, comme on dit, de la Renaissance, c'est une nouvelle version. En tout cas, soyez calmes, soyez patients. En tout cas, votre commission est là. Et puis l'équipe travaille en tout cas en silence. Surtout que le président Billy Maloua ne parle pas beaucoup. En tout cas, on est là, on travaille, en tout cas, tout va bien. Rappelons que l'association sportive Renaissance Nouvelle Version, pour son début en championnat national, évoluera cette saison en Ligue 2. Mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons complètement cette édition du journal. Merci pour votre aimable attention. Excellent suite de programme sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.